Mes amis, bien le bonjour. Je vais vous raconter une histoire qui a passionné la France en cette fin des années 60. Alors, avec ces personnages balsaciens et ces détails croustillants, on va comprendre assez rapidement pourquoi elle avait tout pour finir dans les premières pages des journaux de l'époque. Nous sommes en 1969, près d'Aix-en-Provence, dans un château du XVIIIe siècle. On avait fini de le construire en 1729. Il s'appelle le château de la Roche-Rostellan. Il appartient à une famille aristocratique ou ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, c'est le vicomte de Régy, qui vit là-dedans et qui vivote plutôt, voire végète dans ce château. Il a 70 ans. Il est malade, il pue de loin, n'a plus de moyens, n'a plus d'argent, la majorité des pièces du château sont fermées, il ne les visite plus, il n'a plus le temps, il n'a plus l'argent, n'a plus les moyens, n'a plus l'énergie de s'en occuper, de les chauffer, d'ouvrir les volets, tout ça. Et c'est malheureusement ainsi que finissent souvent les derniers représentants de longues et de glorieuses lignées. Dans ce château, avec lui, il y a une gouvernante. Cette employée s'appelle Lucia. Elle a 63 ans. À son âge, elle processionne encore dans les couloirs et les longues allées du château en habit de soubrette, avec interdiction totale et absolue et formelle de porter une culotte. Le comte de Régy lui fait subir tous les outrages et elle l'accepte. Elle l'accepte parce qu'elle a un plan. Alors le plan n'est pas clairement ourdi, n'est pas clairement articulé, mais ce qu'elle espère, c'est qu'à un moment donné, sachant que le vieux n'a pas de descendant, elle espère que d'une manière ou d'une autre, elle finira couchée dans le testament, et puis qu'elle puisse accéder elle aussi à un moment donné à une forme de bonne fortune dans sa vie qui a été par ailleurs très difficile. 1969, le vicomte va publier des annonces. Il veut vendre le château et le domaine de 3 hectares qu'il y a autour. Des gens viennent, signent un accord avec lui, 600 000 francs, tout doit partir. Il lui donne un acompte de 200 000 francs. Et en fait, au terme de l'accord, tout simplement, il conserve l'usufruit du château et du domaine jusqu'à sa mort. En d'autres termes, le transfert de propriété ne se fera pas avant le décès du vicomte. En attendant, il a l'argent, il en dispose comme il veut. N'ayant pas d'héritier, de toute façon, il se fiche pas mal où ira le château une fois qu'il est couché dans sa tombe. Sur ce, va arriver un personnage haut en couleur, une certaine Arlette Boulbès. Arlette Boulbès vient flanquée d'un Corse, Sauveur Padovani, c'est son vrai nom. Et puis, ils veulent acheter le château, parce qu'ils ont un plan, ils ont un projet. Le projet, c'est d'installer une maison de vieux, une sorte de maison de retraite, si vous préférez. Sauf que, monsieur le vicomte leur explique qu'ils arrivent trop tard. Il a déjà signé, il a déjà reçu un acompte. Il n'y a rien à faire. Mais c'est pas grave, il n'y a rien à faire, mais ils vont continuer, jour après jour, à fréquenter le vicomte. Surtout Arlette, qui revient avec une certaine assiduité. Alors assez rapidement, une sorte de familiarité va s'établir entre elle et l'aristo. Elle vient tous les jours avec des habits de plus en plus provocants, rigole aux éclats, aux blagues du vicomte, et celui-ci a de plus en plus les mains baladeuses au vu et au su de tout le monde. Arlette est en train de le travailler en férocité. Alors celle qui n'est pas contente, c'est la gouvernante. Elle est sur un plan depuis 10 ans, c'est son plan de retraite littéralement, et elle voit cette femme qui est plus jeune qu'elle, 20 ans plus jeune, elle a 42 ans, Arlette, et en plus, elle les fait pas. Et puis, elle semble rentrer de plus en plus dans les bons sentiments de monsieur le vicomte. Alors, il faut vous raconter quelques détails sur ces personnages. Il faut savoir que Arlette, à l'âge de 17 ans, tenait une maison close avec sa mère. Elle dirigeait beaucoup de filles, elle-même aussi officier dans les nombreuses chambres de la résidence qu'elle possédait à l'époque. Sauf que, à un moment donné, malgré que cette volière était bien tenue,
les sensibilités ont évolué en France. La police des mœurs devenait de plus en plus présente, le législateur sévissait et le public ne voulait plus voir ces maisons-là. Donc, à un moment donné, le business a dû fermer. Elle a fermé, puis elle est restée avec ce grand bâtiment plein de chambres, richement décoré, qui avait connu leur heure de gloire. Et avec la police qui veille, elle ne peut pas ouvrir. Il n'est pas question d'ouvrir en clandestinité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit et puis elle se dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces chambres? Et là, une idée va jaillir dans sa tête. Elle va transformer l'établissement en maison de retraite. Donc l'établissement va soudainement changer de raison sociale, et puis les chambres sont redécorées de manière un peu plus sobre, et puis des vieux monsieur vont venir habiter. Ces messieurs vivent là-dedans, ils semblent très heureux, mais il y a quand même quelque chose, il y a des bémols. De temps en temps, il y a des familles qui vont se plaindre à la police. C'est-à-dire que le vieux, il est mort, et il nous a déshérités. Il a laissé tous ses biens à Arlette, la tenancière de la maison de retraite. Alors la police enquête, bien entendu. On va voir le notaire. Le notaire dit non. Non, il était là, il était en possession de tous ses esprits, il y avait des témoins, on a rempli le testament, j'ai gardé une copie, il a été légalisé, tout ça, regardez, tout est carré de mon côté. Il n'y a rien, personne ne l'a forcé à laisser son héritage. Il l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. On va voir le médecin légiste. Le médecin légiste, ah non, c'est moi qui ai fait l'autopsie, il n'y avait rien de suspect, il avait des maladies chroniques qui avaient défavorablement évolué. Bon, c'est la force des choses, hein. C'est le sens de l'histoire, il était vieux, mais autrement, ils ont semblé bien s'occuper de lui, peut-être même trop bien. En fait, un des mystères de cette histoire, c'est que on ne sait pas ce qu'Arlette faisait à ses vieux pour que l'un après l'autre, il lui laisse, sans coup férir, leur héritage. Par la suite, le scandale ayant commencé à prendre trop de proportions, l'administration a dû sévir, trouver des artifices, des vices de forme, et on lui a fermé boutique. C'est comme ça que Arlette se retrouve sur la route, encore une fois, à la recherche d'un nouveau bâtiment à acheter pour recréer, si vous voulez, son affaire qu'on a fait couler, la jalousie des gens. Le problème, c'est que dès qu'elle arrive dans le château, elle trouve monsieur le vicomte. Et là, elle réalise que ce vicomte pourrait être sensible à son programme spécial de captation d'héritage. Sauf qu'assez rapidement, il y a une autre qui va se mettre sur sa voie. C'est la gouvernante. La gouvernante reconnaît tout de suite à ses manières, reconnaît le passé d'Arlette, d'autant plus qu'elle-même avait un passé extrêmement similaire, un peu moins glorieux. Mais voilà, les deux femmes ne vont pas s'apprécier. Très rapidement, le temps monte. Elles vont même s'insulter, pratiquement en arriver aux mains. Le champ sémantique est celui des maisons closes, sous le regard amusé et vicieux de monsieur le vicomte. Monsieur le vicomte ne fait strictement rien pour séparer les deux femmes. Au contraire, il s'amuse de cette jalousie, de ce conflit, et il fait tout pour le nourrir de part et d'autre. Arlette veut se débarrasser de la gouvernante. Elle a besoin de rester seule. Elle a besoin de travailler ce vieux. Si elle le travaille bien, il va lâcher le fric. C'est pas possible. Elle a beaucoup d'expérience là-dedans. Sauf que la gouvernante est tout le temps là. Elle ne leur laisse pas une minute seule. Il va falloir faire quelque chose. On va arriver dans cette histoire au jour du drame. Le 28 juillet 1967. On a un télégramme qui arrive au château. Ce télégramme arrive, livré par le postier, d'un certain Henri qui est en train d'écrire depuis Marseille. Henri veut qu'on vienne prendre le téléphone à 16h à la poste depuis Ricard. Poste depuis Ricard qui donnera justement son nom à cette affaire. Dans le château, il n'y avait pas de téléphone. Tout simplement, le vicomte, n'ayant plus de connexion, vraiment, n'ayant plus de famille, ne voyait pas l'intérêt d'installer le téléphone. Ça aurait juste fait des frais et des tracasseries en plus. Donc,
notre gouvernante, Lucia, va décider en début d'après-midi d'aller vers la poste de Puy-Ricard pour répondre à ce mystérieux rappel. Alors elle va traverser le domaine, elle va aller vers une porte latérale qui constitue une sorte de raccourci, sort dans un chemin et commence à marcher à pied pour aller à la poste qui est à quelques centaines de mètres de là. Soudainement, derrière elle va surgir une voiture, une Citroën DS blanche. Elle fonce à 70 km/h et, passant vers elle, fait une sorte d'embardée et la fauche. Lucia est projetée en l'air, elle tombe lourdement dans un champ, et là le chauffard avise quelqu'un d'autre. Il y a un témoin. Le chauffard croyait qu'il était à huis clos dans cette histoire, et soudainement il voit une centaine de mètres de là une dame sur un cyclomoteur, une sorte de pétrolette, et il fonce vers elle. Cette femme comprend que si elle fait rien, ça sera son tour. Elle jette son deux roues et elle-même saute dans le fossé. La voiture la frôle et disparaît. Les gendarmes arrivent, une grosse enquête s'ouvre. Alors bon, il y a les partisans de l'accident et puis il y a les partisans d'autre chose. L'accident n'est pas très crédible. Dans le pays, il n'y a pas beaucoup de voitures. Tout le monde connaît tout le monde. Ce chemin voit 2 véhicules, 3 par jour passer. Comment soudainement, il y en a un qui surgit, et puis à toute vitesse, il heurte la gouvernante qui se trouvait là, et en plus disparaît, et en plus on trouve le véhicule. On trouve la voiture abandonnée plus loin. C'est une voiture volée. Donc simplement, ça commence de plus en plus à prendre des allures de traquenard. On a voulu attirer la gouvernante vers la poste. Comme ça, on sait à quelle heure elle est sur le chemin. Et puis, on l'a fauchée avec un véhicule. Les premiers suspects sont, bien sûr, Arlette et Sauveur Padovani. Ceux-là sont arrêtés un peu plus tard. Ils sont arrêtés le 12 août parce que, je vous le dis tout de suite, la gouvernante est décédée. Elle est tombée, sa tête a tapé contre une souche d'arbre et elle est morte. Elle a été transférée à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Ils n'ont rien pu faire pour elle. Et quelques heures plus tard, elle a été déclarée morte. D'où le sérieux et de la tournure de l'enquête. Alors, je disais que Padovani et Arlette ont été arrêtés et les deux, effectivement, sont en train de nier, dire qu'ils n'ont rien à faire avec ça et que c'est probablement un accident. Et justement, c'est là que l'histoire va arriver dans les médias et on va plus focaliser en réalité sur les personnages de cette histoire que sur les faits. C'est-à-dire qu'on se dit, vu ces personnages-là, on imagine facilement ce qui a dû se passer. D'ailleurs, la justice va même aller jusqu'à couper la poire en deux. Padovani et Arlette ne seront même pas poursuivis pour assassinat, ils seront poursuivis pour coups et blessures ayant donné la mort sans intention de la donner. Un truc comme ça, même si l'intitulé est relativement récent, c'est quelque chose dans ce sens qui a été concocté à l'époque pour eux. Dans le sens où ils se sont dit, on a voulu lui faire peur, donc on voulait écarter la gouvernante, ça signifie on a voulu par exemple la heurter avec la voiture, l'envoyer à l'hôpital pendant quelques jours avec une jambe brisée par exemple. Pendant ce temps-là, on aurait profité de moments, de jours de solitude et d'opportunités avec le vicomte. Sauf que ça a mal tourné, au lieu de tomber sur l'herbe, auquel cas elle aurait été juste blessée, eh bien elle est tombée, sa tête a heurté une souche d'arbre, ce qui a été mortel. On arrête également un certain Gaston, un autre Corse proche de Sauveur Padovani. Les deux évoluaient au sein d'une organisation qu'on appelait le SAC, le Service d'Action Civile, une sorte de milice qui se disait à l'époque pro-gaulliste et puis qui a fini par être interdite et dissoute suite à des actions violentes. Donc ce Gaston, c'était lui qui conduisait. Au départ, il nie, je n'étais pas là, moi je suis loin, j'habite loin, je connais pas, j'habite à Marseille. Et finalement, on découvre qu'il était au château 2 jours avant. Alors il explique qu'il s'était rendu au château pour acheter des pommes de terre. Il a acheté 50 kilos parce que on cultivait, il y avait un agriculteur qui cultivait un petit peu de fruits et légumes sur le terrain du château et c'était revendu. Donc, tout ce beau monde se retrouve au tribunal. Et puis, les peines vont tomber. On va donner 12 ans à Arlette, parce que c'est la tête, c'est l'organisatrice. On va donner 8 ans
à Sauveur Padovani et on va donner 8 ans également à Gaston, le conducteur de la déesse blanche. Vous remarquez que les peines ne sont pas, pour l'époque en tout cas, aujourd'hui une vie humaine ne vaut même pas autant en France, mais à l'époque, si on était en train de parler de poursuites pour assassinat avec préméditation et tout ça, ces gens-là auraient pris des peines beaucoup plus lourdes. Mais en réalité, ils ont été reconnus coupables, non pas de l'avoir tué volontairement, mais d'avoir voulu lui faire peur. Alors, dans la foulée, on est en 1970, on est en novembre, un peu plus d'1 an après cette histoire, on a monsieur le vicomte qui va se marier, il va convoler en juste noces avec une veuve de 67 ans. C'était la veuve d'un colonel. Il se mariera avec elle. 15 jours plus tard, il va décéder, lui léguant les 600 000 francs.